Chapitre 34 Anders. Soudain, Jack s'aperçut que s'il courait toujours, il courait dans le vide. Pareil à un personnage de dessin animé qui a juste le temps d'un deuxième coup d'œil ahuri avant de plonger 6000 mètres plus bas. Mais cela ne faisait pas 6000 mètres. Il eut juste le temps de constater que le sol s'était dérobé. Et puis il dégringola d'environ 1,50 m, toujours en courant. Quoique chancelant, il aurait pu rester debout, mais Richard vint lui rentrer dedans, et tous deux firent la culbute. « Regarde, Jack !» hurlait Richard, lequel n'avait apparemment nulle envie de suivre son propre conseil, puisque ses yeux restaient hermétiquement clos. « Regarde le loup ! Regarde Monsieur Defray ! Regarde !»« Arrête ça, Richard !» s'écria haletant l'épouvanté plus que n'importe quoi d'autre. Richard semblait fou, complètement fou. « Arrête ! Tout va bien, ils sont partis. »« Regarde Etheridge ! Regarde les cafards ! Regarde, Jack !»« Richard, ils sont partis ! Regarde autour de toi au nom de Jason !» Jack ne risquait pas de le faire lui-même, mais il savait qu'ils avaient réussi leur coup. L'air était doux et immobile, la nuit parfaitement silencieuse, hormis une légère brise, par bonheur tiède. « Regarde, Jack ! Regarde, Jack ! Regarde ! Regarde !» Tel un sombre écho à l'intérieur de sa tête, Jack crut entendre les chaos de Nelson House en train de reprendre en chœur. « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi !»« Regarde, Jack !» gémit Richard, la figure enfouie dans la terre. « Regarde le loup ! Les préfets ! Le directeur ! Regarde !» Paniqué à l'idée que Richard était vraiment devenu fou, Jack releva la tête de son ami par le col de sa chemise et le gifla. Les imprécations de Richard s'arrêtèrent net. Bouche bée, il regarda Jack. Et celui-ci vit apparaître l'empreinte de sa main sur la joue pâle de Richard, en une espèce de vague tatouage rouge. À sa honte se substitua un besoin urgent de savoir où il se trouvait exactement. Il faisait clair, sinon il lui eût été impossible de voir la marque. Un début de réponse à cette question se fit jour en lui, tout à fait certain et indubitable. Du moins, dans une certaine mesure. Les avant-postes, Jackie Boy. Te voilà dans les avant-postes maintenant. Mais avant de pouvoir s'appesantir là-dessus, il lui fallait aider Richard à reprendre pied. « Ça va, Richie ?» Stupéfait, ce dernier fixait Jack d'un air à la fois hébété et vexé. « Tu m'as frappé, Jack. »« Je t'ai giflé. C'est ce qu'on est censé faire avec les hystériques. »« Je ne suis pas hystérique. Je ne l'ai jamais été de ma... » S'interrompant, Richard bondit sur ses pieds et regarda fiévreusement autour de lui. « Le loup! Nous devons guetter le loup, Jack. Si nous arrivons à sauter la clôture, il ne pourra pas nous avoir. » Si Jack ne l'avait pas attrapé pour le retenir, il aurait tout de go déguerpi dans la pénombre, droit sur une barrière anticyclone, désormais relégué dans un autre monde. « Le loup n'est plus là, Richard. »« Hein ? Nous y sommes arrivés. De quoi parles-tu ? » ?»« Les territoires, Richard. Nous sommes dans les territoires. Nous avons décollé. » »« Et tu as failli m'arracher le bras de l'épaule, espèce de sale mécréant, » pensa Jack en massant son membre douloureux. « La prochaine fois que j'essaierai de faire passer quelqu'un, je vais me dégoter un véritable marmot, le genre à croire encore au Père Noël et aux cloches de Rome. »« C'est grotesque, » énonça lentement Richard. « Les territoires n'existent pas, Jack. »« S'ils n'existent pas, » rétorqua Jack, sévère, « comment se fait-il alors que le gros loup blanc ne te morde pas les fesses, ou ton maudit directeur ?» Richard dévisagea Jack, ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis la referma. Il regarda alentour, cette fois avec un peu plus d'attention. Du moins Jack l'espérait-il. Celui-ci l'imita, goûtant par la même occasion la tiédeur et la limpidité de l'air. Morgan et sa bande de petites vipères pouvaient faire irruption d'une seconde à l'autre, mais pour le moment, c'était impossible de ne pas donner libre cours à la joie purement animale de se sentir de retour. Il se trouvait dans un champ, une haute herbe jaunâtre avec des épis barbus, pas du blé mais quelque chose d'analogue, une graminée comestible en tout cas, s'étendait de tous côtés dans la nuit. La brise chaude y déployait des ondes mystérieuses, quoique plutôt esthétiques. À droite, une baraque en bois surmontait un léger talus, une lanterne accrochée à un poteau à l'entrée. Une flamme jaune, presque trop éblouissante pour qu'on la regarde, dansait nettement sous le globe de verre. Jack nota que le bâtiment était octogonal.
Les deux garçons avaient atterri dans les territoires à l'orée du cercle de lumière projeté par la lampe. Et il y avait quelque chose de l'autre côté du cercle, quelque chose de métallique qui renvoyait des éclats de lumière. Jack lorgnait cette faible lueur argentée et comprit soudain. Ce qu'il ressentit n'était pas tant de l'étonnement qu'un sentiment d'espérance comblée. On aurait dit que deux importantes pièces du puzzle venaient de s'emboîter, l'une dans les territoires américains et l'autre dans ce monde-ci. C'étaient des rails de chemin de fer, et bien qu'il fût impossible de s'orienter dans les ténèbres, Jack songea qu'il savait dans quelle direction allaient ces rails. Vers l'ouest. « Viens, dit Jack. »« Je ne veux pas monter là-haut, objecta Richard. Pourquoi non ? Trop de trucs délirants. Richard s'humecta les lèvres. Il pourrait y avoir n'importe quoi dans cette baraque. Des chiens, des cinglés. De rechef, il s'humecta les lèvres. Des cafards. Je te l'ai dit, nous sommes dans les territoires à présent. Tout le délire a disparu. C'est propre par ici. Merde, Richard, ne le sens-tu pas ? Les territoires n'existent pas, réitéra faiblement Richard. Regarde autour de toi. Non, dit Richard. Sa voix était plus faible que jamais, celle d'un enfant épouvantablement têtu. Jack arracha une poignée d'herbe barbue. Regarde ça. Richard détourna la tête. Jack dut réprimer une violente envie de le secouer. Au lieu de quoi il jeta les brins d'herbe, compta mentalement jusqu'à 10, puis se mit à gravir la colline. Baissant les yeux, il vit qu'il portait maintenant des espèces de jambières en cuir. Richard était vêtu de manière similaire, et arborait autour du cou un foulard rouge, qui semblait sortir tout droit d'un tableau de Frederick Remington. Jack porta la main à son propre cou, et y découvrit un foulard identique. Passant les mains sur son corps, il s'aperçut que le manteau merveilleusement chaud de Miles P. Kiger s'était transformé en une sorte de poncho mexicain. « Je parie que je ressemble à une publicité pour Taco Bell », se dit-il intérieurement, en ricanant. Une expression de panique extrême se lut sur la bouille de Richard, lorsque Jack escalada la colline, le laissant tout seul au fond. « Où vas-tu » Jack dévisagea Richard et redescendit. Il posa les mains sur les épaules de son ami et le regarda fermement, droit dans les yeux. « Nous ne pouvons pas rester ici, » expliqua-t-il. « On doit nous avoir vus décoller. Peut-être ne peuvent-ils pas nous suivre. Peut-être que si. Je l'ignore. J'en sais autant sur les lois régissant tout ceci qu'un mioche de 5 ans sur le magnétisme. Et tout ce qu'un mioche de 5 ans sait sur le sujet, c'est que les aimants parfois attirent et parfois repoussent. Mais pour le moment, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Nous devons filer d'ici, point à la ligne. Je rêve, j'en suis sûr. » D'un signe du menton, Jack indiqua l'édifice de bois délabré. « Tu peux venir ou tu peux rester ici. Si tu veux rester, je reviendrai te chercher dès que j'aurai inspecté les lieux. » « Rien de tout cela n'est vrai, » déclara Richard. Ses yeux sans verre, nus, étaient grands et aplatis comme ensablés. Un instant, il leva les yeux vers les cieux sombres des territoires, avec leurs constellations étranges et inconnues. Puis frissonna et détourna le regard. « J'ai de la fièvre. C'est la grippe. Il y a déjà eu pas mal de cas. Ça fait délirer. Tu joues un petit rôle dans mon délire, Jack. Bon, je ferai porter ma carte à la guilde des acteurs du délire dès que l'occasion se présentera, » ironisa Jack. « Entre-temps, pourquoi ne restes-tu pas tranquille ici, Richard ? Si rien de tout cela n'est vrai, alors tu n'as rien à craindre. » Et Jack de repartir en songeant que 2 ou 3 autres de ses discussions à la Lewis Carroll suffiraient à convaincre Richard que lui-même était fou. Arrivé à mi-hauteur de la pente, Richard vint le rejoindre. « Je serais venu te chercher, » lui dit Jack. « Je sais, » répliqua Richard. « Je me suis dit que je pouvais aussi bien venir avec toi, du moment que tout cela n'est qu'un rêve. »« Bien, tiens ta langue s'il y a quelqu'un en haut, » recommanda Jack. « Je crois que c'est le cas. Il me semble avoir vu quelqu'un regarder par la fenêtre de devant. »« Que vas-tu faire » s'enquit Richard. Jack sourit. « Improviser, Richie, » répondit-il. « C'est ce que je fais depuis que j'ai quitté le New Hampshire. Improviser à vue de nez. » Ils atteignirent le perron. Richard se cramponnait à l'épaule de Jack de toutes ses forces. Jack se tourna vers lui avec exaspération. Le crampon breveté Kansas City qu'était Richard devenait lassant à la longue. « Quoi ?» demanda Jack. « C'est un rêve, bien sûr, » dit Richard, « et je peux le prouver. »« Comment ?»« Nous ne parlons plus anglais, Jack. Nous parlons une autre langue, et même couramment, mais ce n'est pas de l'anglais. »« Ouais, » acquiesça Jack. « Bizarre, n'est-ce pas ?» Après quoi il escalada les marches.
laissant Richard planté en bas, bouche bée. Au bout d'1 ou 2 secondes, Richard reprit ses esprits et grimpa à 4 pattes derrière Jack. Les planches étaient gondolées, branlantes et pleines d'échardes. Des pieds de cette céréale si barbue avaient poussé par endroits. Loin dans les ténèbres profondes, les 2 garçons percevaient le bourdonnement monotone des insectes. Ce n'était pas les stridulations flûtées des criquets, mais un son plus doux. Tant de choses semblaient plus douces par ici, songea Jack. Le fanal extérieur se trouvait désormais dans leur dos. Leurs ombres couraient devant eux sur la véranda, puis formaient un angle droit pour grimper à mi-porte. Il y avait une vieille enseigne défraîchie sur cette porte. Un court instant, Jack crut lire d'étranges caractères cyrilliques, aussi indéchiffrables que du russe. Puis ceux-ci s'éclaircirent, et le mot n'était pas une surprise. Dépôt. Jack levait déjà le poing pour frapper, quand il secoua légèrement la tête. Non, il ne frapperait pas. Ce n'était pas un domicile privé. Sur la pancarte, il y avait marqué « dépôt », et c'était un mot qu'il associait à des bâtiments publics et des endroits pour atteindre les bus Greyhound ou les trains Amtrak, des aires d'embarquement pour les cieux amicaux. D'une poussée, il ouvrit la porte. Une amicale lumière et une voix résolument inamicale déferlèrent ensemble, sous la véranda. « Va-t'en, espèce de démon !» criait une voix éraillée. « Va-t'en, je pars demain, je le jure. Le train est dans les hangars. Va-t'en. J'ai juré que j'irai, et j'irai. Alors tu t'en vas et tu me laisses en paix. » Jack fronça le sourcil. Richard garda la bouche ouverte. Le local était propre, quoique vétuste. Les planches s'avéraient si gondolées que les murs semblaient presque ondulés. Sur l'un de ceux-ci, une toile représentant une diligence, de la dimension d'un baleinier. Un antique comptoir, dont le dessus était pratiquement aussi gondolé que les murs, courait au milieu de la pièce, la partageant en 2. Derrière, sur le mur du fond, il y avait un tableau noir avec arrivée marqué en haut d'une colonne et départ en haut d'une autre. À contempler le vieux panneau, Jack en déduisit que cela faisait belle lurette qu'on n'y avait rien inscrit. Il se dit que si l'on s'avisait d'écrire dessus, même avec un bout de craie tendre, l'ardoise se désagrégerait et tomberait sur le sol disloqué. Sur un coin du comptoir était posé le plus gros sablier que Jack ait jamais vu, rempli de sable vert. Il était aussi gros qu'un magnum de champagne. « Laisse-moi tranquille, tu veux ? J'ai promis que j'irai, et j'irai. S'il te plaît, Morgan, pitié, je te l'ai promis, et si tu ne me crois pas, regarde dans le hangar, le train est prêt. Je jure que le train est prêt. » S'ensuivit une bonne quantité de bredouillements et de gargouillements de la même veine. L'imposant vieillard, dégoisant ainsi, se blottissait dans le coin droit de la pièce. Jack estimait à 1,90 m au moins la taille de l'ancêtre, même dans son actuelle attitude servile. Le plafond bas du dépôt n'était qu'à une dizaine de centimètres de sa tête. Il pouvait avoir 70 ans, tout comme ce pouvait être un octogénaire passablement bien conservé. Une barbe d'un blanc neigeux prenait naissance sous ses yeux et lui dégringolait sur la poitrine en une houppe de cheveux de bébé. Ses épaules étaient larges, quoique à présent si voûtées qu'on eût dit qu'on les lui avait rompues en l'obligeant à porter de lourdes charges pendant de nombreuses longues années. De profondes pattes d'oie irradiaient des coins de ses yeux. De grandes crevasses plissaient son front. Son teint était d'un jaune cireux. L'homme portait un kilt blanc moucheté de fils écarlates. Il avait manifestement une peur bleue. Il brandissait un énorme gourdin, mais sans grande conviction. Jack jeta un coup d'œil rapide à Richard lorsque le vieillard mentionna le nom de son père. Mais son ami était à 100 lieues de remarquer de telles finesses. « Je ne suis pas celui que tu crois », lança Jack en s'avançant vers le vieil homme. « Va-t'en » braya ce dernier. « C'est de la blague. Je sais que le démon peut se cacher derrière une jolie frémousse. Va-t'en, je le ferai. Il est prêt à partir, demain à la 1re heure. J'ai dit que je le ferai et je n'ai pas changé d'avis. Maintenant, va-t'en, tu veux ?» Le sac à dos était à présent une musette pendue au bras de Jack. Allant jusqu'au comptoir, celui-ci farfouilla dedans, mit de côté le miroir et le faisceau de jonchée qui lui servait d'argent. Ses doigts se refermèrent sur ce qu'il cherchait et refirent surface. C'était la pièce que le capitaine Farren lui avait donnée dans le temps, celle avec la reine côté pile et le griffon côté face. Il l'abattit sur le comptoir, et la douce clarté de la pièce tomba sur le ravissant profil de Laura de Losiane. Une fois de plus,
La ressemblance entre ce profil et celui de sa mère le frappa de stupeur. Se ressemblait-elle autant au début ? Est-ce à force d'y penser que je remarque leur air de famille ? Ou bien suis-je en train de les confondre en les identifiant l'une à l'autre ? Le vieillard battit en retraite quand Jack s'approcha du comptoir. On aurait pu croire qu'il allait jouer au passe-muraille. Ses mots se déversaient en un flot hystérique. Lorsque Jack abattit sa pièce sur le comptoir, à la façon dont les méchants exigent un verre dans les westerns, il s'arrêta brusquement de parler et fixa l'objet avec des yeux ronds, ses commissures des lèvres tressautants et luisants de salive. Ses yeux ronds se reportèrent sur la figure de Jack, qu'il vit enfin pour la première fois. « Jason !» murmura-t-il d'une voix chevrotante. Ses fausses rodomontades étaient oubliées. À présent, il ne tremblait plus de peur, mais de respect. « Jason !»« Non, tenta Jack. Je m'appelle... » Puis il s'interrompit, conscient que le mot qui sortirait en cette langue bizarre n'était pas Jack, mais... « Jason !» s'exclama le vieillard en tombant à genoux. « Jason, tu es venu, et tout ira bien. Oui, tout ira bien, et toutes sortes de choses iront bien. »« Eh, dit Jack, vraiment, Jason est venu, et la reine ira bien, oui, toutes sortes de choses iront bien. » Moins prêt à affronter cette adoration larmoyante qu'il ne l'avait été à braver l'agressivité terrorisée du vieux gardien du dépôt, Jack se tourna vers Richard. Mais il n'y avait aucune aide à en attendre. Richard s'était étendu par terre à gauche de la porte, et aussitôt rendormi, à moins qu'il ne fît bougrement bien semblant. « Oh merde !» gémit Jack. Le vieillard restait agenouillé à caqueter et sangloter. La situation évoluait rapidement du plus pur ridicule au comique cosmique. Jack improvisa un rôle et passa derrière le comptoir. « Allons, relève-toi, mon bon et fidèle serviteur, » dit Jack. Il se demanda sombrement si le Christ ou Bouddha avait eu ce genre de problème. « Debout, camarade !»« Jason sanglotait le vieil homme. Ses cheveux blancs noyèrent les sandales de Jack, comme il se penchait en avant pour lui baiser les pieds. Foin de bise légère. C'étaient de bons gros bécots de paysans. Jack se mit à glousser malgré lui. Alors qu'il avait réussi à les faire sortir d'Illinois, voilà qu'il se trouvait dans un dépôt en ruine, au milieu d'un immense champ de céréales, qui n'était pas vraiment du blé, quelque part dans les avant-postes, et Richard dormait au pied de la porte, tandis que ce drôle de vieillard lui baisait les pieds en le chatouillant avec sa barbe. « Relève-toi !» hurla Jack entre deux rires. Il tenta de reculer, mais heurta le comptoir. « Lève-toi, ô mon bon serviteur ! Remets-toi sur tes satanés pieds ! Lève-toi ! Ça suffit !»« Jason ! Tout ira bien !» « Et toutes sortes de choses iront bien !» acheva intérieurement Jack en gloussant de plus belle, pendant que le vieillard lui embrassait les orteils à travers ses sandales. « J'ignorais qu'on lisait Robert Burns jusqu'ici dans les territoires, mais il me faut me rendre à l'évidence. »« Oh, assez, je ne peux plus le supporter. »« Lève-toi !» s'époumonna-t-il, et le vieillard finit par se relever, tout tremblant et sanglotant, incapable de regarder Jack dans les yeux. Cependant, ses épaules, étonnamment larges, s'étaient un peu redressées, perdant leur air rompu, et Jack en était obscurément satisfait. Vaille que vaille, il s'écoula 1 heure avant que Jack pût mettre la conversation sur des rails. À peine commençait-il à discuter qu'Anders, qui était loueur de chevaux de profession, s'embarquait dans un nouvel accès du style « Oh Jason, mon Jason, comme tu es grand !» Et Jack devait à tout prix le calmer aussi vite que possible, surtout avant que les baisements de pied ne reprennent. Néanmoins, Jack aimait bien le vieillard, et compatissait à son sort. À seule fin de compassion, il lui suffisait d'imaginer ce qu'il ressentait si Jésus ou Bouddha apparaissaient à la station-service du coin, ou à la queue du réfectoire du collège. En outre, il devait admettre une autre réalité incontournable. Il y avait une part de lui-même qui n'était pas vraiment surprise de l'attitude d'Anders. Tout en restant Jack, il sentait aussi qu'il s'identifiait de plus en plus à... l'autre. Mais il était mort. C'était vrai, indéniablement vrai. Jason était mort, et Morgan Doris était probablement pour quelque chose dans cette mort. Mais des êtres comme Jason avaient moyen de revenir, n'est-ce pas ? Jack ne regretta pas le temps passé à faire parler Anders,
ne serait-ce que parce que cela lui permit de s'assurer que Richard ne jouait pas la comédie, et qu'il s'était vraiment rendormi. Voilà qui était parfait, car Anders avait beaucoup à dire sur Morgan. « Autrefois, lui raconta-t-il, ce relais de diligence avait été le dernier du monde connu, et répondait au joli nom de dépôt des avant-postes. Au-delà, dit-il, le monde devenait un lieu monstrueux. »« Comment monstrueux ?» l'interrogea Jack. « Je ne sais pas, » répliqua Anders en rallumant sa pipe. Il scruta les ténèbres, et sa physionomie se rembrunit. « Il circule des histoires sur les terres dévastées, mais chacune a tendance à se différencier de l'autre, et toutes commencent par « Je connais un homme qui a rencontré un homme qui s'était égaré aux confins des terres dévastées pendant 3 jours, et il m'a dit... » Mais je n'ai jamais entendu une histoire qui commença par « Je m'étais perdu aux confins des terres dévastées durant 3 jours, et je dis... » Tu vois la différence, monseigneur Jason ? Je vois, énonça lentement Jack. Les terres dévastées, rien que le nom lui donnait la chair de poule, et faisait dresser les cheveux sur sa nuque. Alors personne ne sait comment c'est ? Mais non, dit Anders. Mais même si le quart de ce que j'ai entendu dire est vrai... Qu'as-tu entendu dire ? Qu'il y a là-bas des monstres, à côté desquels les créatures des puits de mine d'Oris paraissent presque normales. Qu'il y a des boules de feu qui roulent à travers les montagnes et les déserts, en laissant de longues traces noires derrière elles. Au jour, ces traces sont noires, mais on dit qu'elles brillent la nuit, et si un homme s'approche trop près de l'une de ces boules, il tombe horriblement malade. Il perd ses cheveux, et des ulcères se mettent à éclore sur tout son corps, et puis il commence à vomir. Et peut-être qu'il guérit, mais le plus souvent, il ne fait que vomir, et vomir, jusqu'à ce que son estomac éclate et que sa gorge se rompe, et puis... Anders se mit debout. « Monseigneur, pourquoi cet air ? As-tu vu quelque chose par la fenêtre ? As-tu aperçu un spectre sur ces satanés doubles rails ?» Anders surveillait anxieusement la fenêtre. « Irradiation radioactive », songeait Jack. Sans le savoir, il a décrit au iota près les symptômes de l'irradiation radioactive. L'an dernier, en cours de physique, ils avaient étudié à la fois les armes nucléaires et les conséquences d'une exposition aux radiations. Comme sa mère était plus ou moins engagée dans le mouvement pour le gel nucléaire, ainsi que dans celui contre la prolifération des centrales atomiques, Jack avait prêté une oreille attentive. « À quel point, se dit-il, à quel point l'irradiation radioactive concordait avec la représentation des terres dévastées ? Et puis brusquement, il comprit autre chose. C'était dans l'Ouest qu'avaient eu les premiers essais, là où le prototype de la bombe d'Hiroshima avait été suspendu à une grue pour la mise à feu, là où bon nombre de banlieues peuplées uniquement de mannequins en cire avaient été froidement détruites, afin que l'armée puisse se faire une idée approximative des effets d'une explosion nucléaire et de la pluie de feu consécutive. En fin de compte, ils étaient retournés dans l'Utah et le Nevada, parmi les derniers véritables territoires américains, et avaient tout bonnement repris leurs expériences souterraines. À sa connaissance, l'administration possédait pas mal de terrain dans ces immenses déserts, ces enchevêtrements de buttes, de Mesa et de Badlands crénelés, et les bombes n'étaient pas leur seul objet d'expérimentation. Combien de merde Sloat amènerait-il par ici au cas où la reine mourrait ? Combien de merde y avait-il déjà amené ? Cette tête de ligne ex-relais de diligence faisait-elle partie de son réseau de transport ? « Tu n'as pas l'air dans ton assiette, monseigneur. Tu es blanc comme un linge. J'en fais le serment. »« Ça va, » articula lentement Jack. « Rassieds-toi, continue ton récit et rallume ta pipe, elle s'est éteinte. » Anders ôta la pipe de sa bouche, la ralluma et reporta son regard sur la fenêtre. Son visage ne s'était pas seulement rembruni, désormais la terreur le rendait hagard. « Mais j'apprendrai assez tôt si toutes ces histoires sont vraies, je suppose. »« Pourquoi cela ? » ?»« Parce que je pars dans les terres dévastées demain matin, au petit jour, » répondit Anders. « Je pars dans les terres dévastées, aux commandes de la machine diabolique de Morgan Doris, dans le hangar là-bas, pour convoyer Dieu seul sait quelle sorte d'immonde diablerie. » Jack le regarda fixement, le cœur battant, la tête bourdonnante. « Où ?
Loin? Jusqu'à l'océan? La grande mer? Anders opina doucement du chef. Ouais, Acquiesça-t-il. jusqu'à la mer. Et Sa voix baissa d'un ton, devint un faible murmure. Ses yeux roulèrent en direction des fenêtres obscures, comme s'il craignait que quelque innommable créature puisse risquer un œil, espionner, écouter aux portes. Morgan m'attendra là-bas, et nous devons livrer ses marchandises. À quel endroit? Demanda Jack. À l'Hôtel Noir. Acheva Anders à voix basse, d'un ton tremblant. Jack réprima un nouvel accès de fou rire. L'Hôtel Noir. On aurait dit le titre d'un mauvais roman policier. Et pourtant, tout avait bien commencé dans un hôtel, n'est-ce pas? À l'Alhambra, dans le New Hampshire, sur la côte atlantique. Y avait-il un autre hôtel sur la côte pacifique? Voire même une deuxième horreur de vieil hôtel victorien et biscornu? Serait-ce là que sa longue et étrange aventure était censée se terminer? Dans quelques répliques de l'Alhambra avec un minable parc d'attractions à proximité? Cette idée était terriblement parlante, au point même de confirmer d'une façon aussi précise qu'insolite celle des doubles et du jumelage. « Pourquoi me regardes-tu ainsi, monseigneur ?» Au ton de sa voix, Anders semblait agité, ému. Jack détourna prestement le regard. « Je suis désolé, » s'excusa-t-il, « je réfléchissais. » Il sourit avec bonhomie, et le loueur de chevaux lui rendit timidement son sourire. « J'aimerais que tu arrêtes de m'appeler ainsi. »« T'appeler comment, monseigneur ?»« Monseigneur. » Monseigneur ?» Anders prit l'air ahuri. Loin de jouer à l'écho du cimetière, il cherchait à comprendre Jack. Jack eut l'intuition que s'il tentait d'insister, il s'enliserait dans un sketch du genre « Qui vient en premier? Lequel en second ?»« Peu importe, » conclut Jack. Il se pencha en avant. « Je désire que tu me racontes tout. Peux-tu faire cela ?»« Je tâcherai, » dit Anders. Au début, les mots lui venaient lentement. C'était un célibataire qui avait passé sa vie entière dans les avant-postes. Et même dans ses meilleurs moments, il n'avait pas l'habitude de s'épancher. À présent, il était sommé de parler par un garçon qu'il considérait au moins comme de sang royal, et peut-être même d'essence divine. Mais peu à peu, sa langue se dénoua, et vers la fin de son récit terriblement troublant, sinon concluant, c'était un déluge de paroles. Jack n'éprouvait aucune difficulté à suivre le fil de l'histoire, malgré l'accent du bonhomme, qu'il transposait mentalement en une sorte de roulement de R à la Robert Burns. Anders connaissait Morgan, du fait que Morgan était tout simplement seigneur des avant-postes. Son véritable titre, Morgan Doris, ne s'étendait pas si loin, mais concrètement cela revenait presque au même. Horis était le cantonnement le plus reculé des avant-postes, et le seul secteur réellement organisé de cette immense friche. Étant donné qu'il gouvernait Horis en maître absolu, Morgan gouvernait le restant des avant-postes par défaut. De plus, les méchants loups s'étaient mis à graviter autour de Morgan ces 15 dernières années. Au début, cela importait peu, car il y avait peu de loups méchants, sauf que le mot employé par Anders sonnait plutôt comme enragé aux oreilles de Jack. Mais au cours des ans, leur nombre s'était accru, et Anders affirmait avoir entendu dire que depuis que la reine était tombée malade, plus de la moitié de la tribu des bergers écorcheurs était gangrénée par le mal. Ils n'étaient pas les seules créatures contrôlées par Morgan Doris, précisa Anders. Il y en avait d'autres encore pires. Certaines, à ce qu'on disait, étaient capables de rendre un homme fou d'un simple regard. Jack pensa à Elroy, le croque-mitaine du bar d'Otley, et frissonna. « Est-ce que la partie des avant-postes où nous sommes porte un nom ?» demanda Jack. « Monseigneur ?»« La partie où nous sommes actuellement. »« Aucun nom en particulier, monseigneur. Mais j'ai entendu des gens l'appeler Ellis Bricks. »« Ellis Bricks, » répéta Jack. Une vague carte géographique des territoires, probablement fausse à plus d'un titre, commençait enfin à prendre forme dans l'esprit de Jack. Il y avait les territoires qui correspondaient à l'Est américain, les avant-postes lesquels coïncidaient avec le Midwest et ses grandes plaines, Ellis Bricks, Illinois, Nebraska, et les terres dévastées, qui équivalaient à l'Ouest américain. Il regarda Anders si longtemps, si intensément, qu'à la fin, mal à l'aise, le loueur de chevaux recommença à s'agiter. « Je suis désolé, dit Jack. Continue. » Son père, reprit Anders, avait été le dernier cocher à rouler vers l'Est depuis le dépôt des territoires. Anders avait été son apprenti, mais déjà à cette époque, disait-il, il y avait de grands troubles, ainsi que des soulèvements.
L'assassinat du vieux roi et la courte guerre qui suivit avaient déclenché le début de ces soulèvements, et bien que le sacre de la bonne reine Laura eût mis fin à la guerre, les insurrections avaient continué de plus belle, semblant progressivement gagner vers l'est, depuis le monstrueux gâchis des terres dévastées. D'après Anders, il y en avait qui croyaient que le mal venait directement de l'ouest. « Je ne suis pas sûr de te comprendre, » objecta Jack, bien qu'il pensât le contraire dans le secret de son cœur. « Au bout de la terre, » expliqua Anders, « au bord de la Grande Mer, là où je suis censé aller. » En d'autres termes, tout a commencé dans l'endroit même d'où venait mon père. Mon père, et moi, et Richard, et Morgan, le vieux Sloth. Les troubles, poursuivit Anders, avaient atteint les avant-postes, et actuellement la tribu loup se trouvait partiellement gangrénée. Dans quelle mesure, personne ne le savait, mais le loueur avoua à Jack qu'il craignait que la gangrène ne les emportât tous si on ne l'arrêtait pas. Une fois arrivés jusqu'ici, les soulèvements s'étaient bien propagés dans l'Est, où, disait-on, la reine gisait à l'article de la mort. « Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, monseigneur ?» s'enquit Anders, presque en suppliant. Jack le dévisagea. « Devrais-je connaître la réponse à ta question ?» interrogea-t-il. « Bien sûr !» répondit Anders. « N'es-tu pas son fils ?» Durant un instant, le monde entier parut à Jack devenir très silencieux. Au dehors, le bourdonnement mélodieux des insectes se tut. Entre deux lourdes et pénibles inspirations, Richard sembla retenir son souffle. Même son propre cœur parut s'arrêter. Surtout cela, peut-être. Alors, il dit d'un ton parfaitement uni, « Oui, je suis son fils, et c'est vrai. Elle est très malade. »« Mourante ?» insista Anders, avec des yeux de chien implorants. « Est-elle vraiment mourante, monseigneur ?» Jack esquissa un sourire. « Cela reste à voir, » dit-il. Au dire d'Anders, jusqu'au déclenchement des troubles, Morgan Doris n'était qu'un obscur seigneur des marches. Il avait hérité son titre d'opérette d'un père réputé pour être un bouffon gras et puant. De son vivant, celui-ci avait été un objet de risée, continua Anders, et sa mort resta dans la lignée du personnage. Il fut pris de diarrhée après un jour de libation au vin de pêche et mourut de la courante. Les gens s'étaient préparés à rigoler avec le fils du défunt, mais la rigolade avait fait long feu après le début des pendaisons à Oris. Et lorsque les troubles commencèrent dans les années suivant la disparition du vieux roi, Morgan entama son ascension, comme une étoile de mauvais augure monte dans le ciel. Tout cela n'avait pas grande signification vu depuis les avant-postes. Ces grands espaces vides faisaient paraître futiles les événements politiques. Seule la mortelle transformation de la tribu loup eut des conséquences concrètes pour eux. Et puisque la plupart des méchants loups émigrèrent dans l'autre endroit, même ça ne changea pas grand-chose à leur vie. « Cela nous tracasse un peu, monseigneur !» fut la seule chose que réussirent à enregistrer les oreilles de Jack. Par la suite, peu après que les nouvelles de la maladie de la reine se furent répandues à travers l'Ouest, Morgan avait fait venir de ses mines dans l'Est une équipe d'esclaves contrefaits, grotesques. Ces derniers étaient surveillés par des loups en rupture de ban, ainsi que d'autres créatures plus étranges. Leur contremaître était un affreux bonhomme muni d'un fouet. Alors qu'il était omniprésent au début des travaux, il avait soudain disparu. Anders, qui tout au long de ces terribles semaines et mois demeura tapi dans sa maison, laquelle se trouvait à un peu plus de 8 kilomètres au sud d'ici, s'était félicité de le voir partir. D'après la rumeur, Morgan aurait rappelé le père Fouettard dans l'Est, où les affaires auraient atteint un point crucial. Anders ignorait si c'était vrai ou non, et ne s'en souciait guère. Simplement, il se réjouissait du départ de cet individu, qui se faisait parfois accompagner d'un garçonnet éthique, d'aspect particulièrement macabre. « Son nom !» s'enquit Jack. « Quel était son nom ?»« Monseigneur, je n'en sais rien. Les loups l'appelaient celui aux lanières. Les esclaves l'appelaient tout bonnement le diable. Je dirais que tous avaient raison. » « S'habillait-il en dandy, avec des vestes de velours, des Richelieu à boucles peut-être ?» Anders s'inclina la tête. « Se mettait-il beaucoup de parfum ?»« Que oui, que oui !» « Et son fouet comporte de fins lacets en cuir avec des cabochons métalliques en bout ?»« Oui, monseigneur, un méchant fouet, et il s'en servait sacrément bien, que oui !» C'était Osmond, alias le révérend Gardner. Il était dans les parages, à superviser un projet pour le comte de Morgan. Puis la reine est tombée malade,
et Osmond a été rappelé au palais d'été, et j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Son fils, dit Jack. Comment était son fils ? Maigre, Articula lentement Anders. avec un œil à fleur de tête. C'est tout ce dont je me souviens. Monseigneur, le fils du fouettard était difficile à voir. Les loups semblaient le craindre davantage que son père. Alors que le fils ne portait pas de fouet, il disait qu'il était vague. Vague, médita Jack. Oui, par ce mot il désigne quelqu'un qu'on a peine à voir. Même en le cherchant bien du regard. L'invisibilité reste impossible à ce que prétendent les loups, mais l'on peut se rendre vague à condition de connaître l'astuce. La plupart des loups sont au courant, et ce petit fils de pute l'était aussi. Donc tout ce que je me rappelle, c'est sa maigreur, et cet œil à fleur de tête. Il était laid comme les 7 péchés capitaux. Anders marqua un temps d'arrêt. Il aimait torturer les êtres, les petits êtres. Il les emportait sous la véranda, et j'entendais des cris horribles. Anders frissonna. C'est l'une des raisons pour lesquelles je restais chez moi, vois-tu. J'ai horreur d'entendre les bestioles hurler de douleur. Cela me met hors de moi, vraiment. Tout ce que racontait Anders soulevait une tempête de nouvelles questions dans l'esprit de Jack. En particulier, il aurait aimé apprendre ce qu'Anders savait des loups. Rien que d'entendre parler d'eux suscitait en son cœur à la fois du plaisir et un profond et douloureux chagrin pour son Wolf à lui. Mais le temps filait. Cet homme devait rouler vers l'ouest le lendemain matin. D'un moment à l'autre, une horde de collégiens en folie sous la férule de Morgan en personne pouvait débouler de ce que le vieux loueur appelait l'autre endroit. Richard risquait de se réveiller et de vouloir savoir qui était ce fameux Morgan dont il parlait, et qui était cet être vague qui évoquait si irrésistiblement son voisin de palier à Nelson House. « Ils ont débarqué », lança-t-il. Toute l'équipe débarqua, et Osmond leur servait de contremaître, du moins jusqu'à ce qu'il soit rappelé, ou tant qu'il ne célébrait pas l'office du soir dans l'Indiana. « Monseigneur » Ils ont débarqué pour construire quoi ? Jack était sûr de connaître déjà la réponse, mais il souhaitait l'entendre de la bouche d'Anders. « Le chemin de fer, tiens » répondit Anders. « Le chemin de fer qui va vers l'ouest, dans les terres dévastées. Celui que je dois prendre demain. » Il frissonna. « Non, déclara Jack. Une excitation terrible, fiévreuse, explosa dans sa poitrine, tel un soleil. Il bondit sur ses pieds. Revoilà le déclic dans sa tête, ce terrible pressentiment que de grandes choses se préparaient. Anders tomba lourdement à genoux, tandis que la figure de Jack brillait d'un nouvel éclat. Le bruit fit sursauter Richard qui s'assit comme un somnambule. « Pas toi, » reprit Jack. « Moi. Et lui. » Il montra Richard du doigt. « Jack ?» Richard posa sur lui des yeux de myope, vagues et encore ensommeillés. « De quoi parlez-vous ? Et pourquoi le monsieur renifle-t-il le plancher ?»« Monseigneur, ta volonté, bien sûr, mais je ne comprends pas. »« Pas toi, » répéta Jack. « Nous. Nous conduirons le train à ta place. »« Mais, monseigneur, pourquoi ?» bredouilla Anders, sans oser lever la tête. Jack scruta les ténèbres dehors. « Parce que, dit-il enfin, je crois qu'il y a quelque chose au bout du chemin de fer, au bout ou presque au bout, que je dois trouver. »